Le fait que les œuvres d'art, monades sans fenêtre, représentent ce qu'elles ne sont pas elles-mêmes ne peut qu'être compris autrement que par le fait que leur dynamique, leur historicité immanente, en tant que dialectique de la nature et domination de la nature, n'est pas de même essence que la dynamique extérieure, mais lui ressemble en soi, sans limiter. La force productive esthétique est la même que celle du travail utile et poursuit en soi les mêmes fins. Ce qu'on est en droit d'appeler le rapport de production esthétique, tout ce en quoi la force productive se trouve incluse et sur quoi elle s'exerce, sont des sédiments ou des empreintes de la force sociale. Le caractère ambigu de l'art comme autonome et comme fait social se répercute constamment sur le champ de son autonomie. Dans cette relation à la réalité empirique, les forces productives sauvegardent, neutralisées, ce que jadis les hommes apprenaient littéralement et indifféremment de l'existant et ce que l'esprit rejetait de celui-ci. Elles participent à l'Aufklärung parce qu'elles ne mentent pas. Elles ne simulent pas le caractère littéral de ce qu'elles expriment, mais elles sont réelles en tant que réponse à la forme interrogative de ce qui de l'extérieur vient à leur rencontre. Leur tension est significative dans leur rapport avec la tension externe. Les couches fondamentales de l'expérience qui motivent l'art sont apparentées au monde matériel devant lequel elles refluent subitement. Les antagonismes non résolus de la réalité s'impriment à nouveau dans les œuvres d'art comme problème immanent de leur forme. C'est cela et non la trame des moments objectifs qui définit le rapport de l'art à la société. Les rapports de tension dans les œuvres d'art se cristallisent purement dans celles-ci et par leur émancipation à l'égard de l'aspect factice de l'extérieur, atteignent l'essence réelle. L'art choris de l'existant empirique adopte en cela une position conforme à l'argument hegelien dirigé contre Kant. Dès que l'on établit une barrière, on la franchit par la même et l'on intègre ce contre quoi elle est dressée. Cela seul et non le fait de moraliser constitue la critique du principe de l'art pour l'art, qui, dans une négation abstraite, constitue le chorismos de l'art avec son un et son tout. La liberté des œuvres d'art dont se glorifie leur conscience de soi et sans laquelle ces œuvres n'existeraient pas, se trouve être la ruse de leur raison. Tous leurs éléments les enchaînent à ce qu'elles ont la chance de survoler et à ce dans quoi elles menacent à tout moment de sombrer à nouveau. Dans le rapport à la réalité empirique, elles évoquent le principe théologique selon lequel tout, dans l'état de rédemption, est comme auparavant et pourtant diffère. L'analogie avec la tendance profane est évidente, tendance à séculariser le domaine sacré jusqu'à ce que celui-ci, même sécularisé, se maintienne. Le domaine du sacré est pour ainsi dire objectivé, enclos, parce que son moment de fausseté attend la sécularisation autant qu'il s'en défend par un exorcisme. Ainsi, le pur concept d'art ne constituerait pas la sphère d'un domaine assuré une fois pour toutes, mais ne s'élaborerait à chaque fois que dans un équilibre momentané et fragile, très comparable à l'équilibre psychologique du moi et du ça. Le processus de répulsion doit continuellement se renouveler. Toute œuvre d'art est un moment, celle qui est réussie est un équilibre, une stabilisation momentanée du processus tel qu'il se manifeste au regard attentif. Si les œuvres d'art sont des réponses à leurs propres questions, elles deviennent par là, à plus forte raison elles-mêmes, des questions. La tendance, qui n'a toutefois pas ressenti jusqu'à présent les effets d'une culture elle-même en échec, cette tendance à saisir l'art de manière extra ou pré-esthétique n'est pas seulement un recul vers la barbarie ou bien un malheur de la conscience de ceux qui régressent. Quelque chose dans l'art se prête à cela. S'il est perçu de manière strictement esthétique, il ne l'est pas alors d'une manière correcte. Ce n'est qu'en ressentant l'autre de l'art comme l'une des premières couches matérielles de l'expérience qu'on peut sublimer celle-ci et résoudre l'implication dans la matière sans que l'être pour soi de l'art devienne quelque chose d'indifférent. L'art est pour soi et ne l'est pas. Il manque son autonomie, mais non pas ce qui lui est hétérogène. Les grandes épopées qui survivent encore à l'oubli se confondaient en leur temps avec le récit historique et géographique.
Valéry a déploré que beaucoup de choses qui, dans les épopées homériques, païennes, germaniques et chrétiennes, n'étaient pas refondues dans la légalité formelle, s'affirment sans que cela diminue leur qualité vis-à-vis des œuvres sans imperfection. De même, la tragédie, dont pourrait bien être tirée l'idée d'autonomie esthétique, était la copie de pratiques culturelles conçues comme devant avoir des effets réels sur le public. L'histoire de l'art, l'histoire du progrès et de son autonomie n'a pu extirper ce moment et ses entraves n'en sont pas la seule cause. Au XIXe siècle, le roman réaliste à son apogée en tant que forme avait quelque chose de ce à quoi le réduisit délibérément la théorie du prétendu réalisme socialiste. Il tenait du reportage anticipation de ce qu'ensuite devait découvrir la sociologie. Le fanatisme de l'élaboration linguistique totale dans Madame Bovary est vraisemblablement fonction de ce moment qui, justement, lui est contraire. Son actualité intacte est due à l'unité de ces deux aspects. Le critère qui sert à juger les œuvres d'art est équivoque, à savoir si elles réussissent à intégrer dans leur loi formelle immanente les niveaux thématiques et les détails, et à conserver dans une telle intégration, même avec des failles, l'élément qui leur est contraire. L'intégration en tant que telle ne garantit pas la qualité. Dans l'histoire de l'art, les deux moments sont fréquemment séparés, car aucune catégorie privilégiée particulière, pas même la catégorie esthétique centrale de la loi formelle, ne définit l'essence de l'art et ne suffit pour juger ses productions. L'art est essentiellement constitué de définitions qui contredisent le caractère définitif de son concept établi par la philosophie de l'art. L'esthétique du contenu de Hegel a reconnu ce moment d'altérité immanent à l'art et survolé l'esthétique formelle qui opère apparemment avec un concept d'art beaucoup plus pur et libère toutefois des développements historiques bloqués par l'esthétique du contenu de Kierkegaard et de Hegel comme ceux de la peinture non figurative. Cependant, la dialectique idéaliste de Hegel, qui pense la forme comme contenu, régresse en même temps au point d'aboutir à une dialectique grossière et pré-esthétique. Elle confond le traitement discursif ou imitatif des matériaux avec cette altérité constitutive de l'art. Hegel se trompe pour ainsi dire vis-à-vis de sa propre conception dialectique de l'esthétique, avec des conséquences qu'il ne pouvait prévoir. Il a favorisé le passage inepte de l'art à l'idéologie dominante. Inversement, le moment d'irréalité, de non-étang dans l'art n'est pas affranchi de l'étang. Il n'est pas posé arbitrairement, n'est pas inventé comme le voudrait l'opinion courante, mais il se structure à partir de rapports avec les temps, qui eux-mêmes sont requis par celui-ci, par son imperfection, son insuffisance, son caractère contradictoire et ses potentialités, et, même dans ces rapports, continue de vibrer des relations avec la réalité. Vis-à-vis de son autre, l'art se conduit comme un aimant dans un champ de limaille de fer. Non seulement ces éléments, mais aussi leur constellation, c'est-à-dire ce qui est spécifiquement esthétique qu'on attribue communément à son esprit, renvoie à cet autre. L'identité de l'œuvre avec la réalité existante est également l'identité de sa force d'attraction qui rassemble autour d'elle ses membra disjecta, traces de l'étang. L'œuvre est apparentée au monde par le principe qui l'oppose à celui-ci et par lequel l'esprit a modelé le monde lui-même. La synthèse opérée par l'œuvre n'est pas seulement imposée à ces éléments. Elle répète, là où les éléments communiquent entre eux, un fragment d'altérité. Même la synthèse trouve son fondement dans l'aspect non spirituel, matériel des œuvres, dans ce sur quoi il s'exerce, non pas en soi. Le moment esthétique de la forme est ainsi lié à l'absence de violence. Dans sa différence avec l'étang, l'œuvre d'art se constitue nécessairement en relation à ce qu'elle n'est pas en tant qu'œuvre d'art, et ce qui seul en fait une œuvre. L'insistance sur le caractère non intentionnel de l'art, qui doit être considéré à partir d'un moment de l'histoire comme sympathie pour ses manifestations mineures, par exemple chez Wedekind, qui se moquait de l'artiste d'art, chez Apollinaire, et même à l'origine du cubisme, trahit une conscience de soi inconsciente de l'art, de sa participation à son contraire, conscience qui motiva l'orientation de l'art, lequel, critique de la nature, se débarrassa de l'illusion de son être purement spirituel. Critique de la théorie psychanalytique de l'art. L'art est l'antithèse sociale de la société, non déductible immédiatement de celle-ci. La constitution de sa sphère correspond à la constitution d'une sphère intérieure aux hommes en tant qu'espèce de leur représentation. Il prend part d'avance à la sublimation. Il est en conséquence possible d'extraire la définition de ce qu'est l'art à partir d'une théorie du psychisme.
Le scepticisme à l'égard des théories des invariants anthropologiques recommande l'emploi de la théorie psychanalytique, mais celle-ci est plus féconde psychologiquement qu'elle ne l'est esthétiquement. En considérant les œuvres d'art essentiellement comme des projections de l'inconscient de ceux qui les ont produites, elle oublie les catégories formelles de l'herméneutique des matériaux et transpose en quelque sorte le pédantisme de médecin subtil à l'objet le moins adéquat, Léonard de Vinci ou Baudelaire. Malgré l'accent mis sur la libido, on peut démasquer le caractère philistin dans ce fait que, dans les ouvrages qui traitent de ces questions et proviennent fréquemment de l'engouement pour les biographies, des artistes dont l'œuvre objectivise sans censure la négativité de l'existence sont rabaissés au rang de névrosés. Le livre de la Forgue résume tout le sérieux de Baudelaire au fait que celui-ci souffrait d'un complexe d'Oedipe. La question de savoir si, sain psychiquement, Baudelaire aurait pu écrire Les Fleurs du Mal, et à plus forte raison, si les poèmes furent plus médiocres à cause de la névrose, ne surgit même pas à l'horizon. On érige outrageusement en critère un psychisme normal, même lorsque la qualité esthétique se révèle être, aussi nettement que pour Baudelaire, conditionnée par l'absence de mens sana. Selon les monographies psychanalytiques, l'art devrait affirmativement être quitte de la négativité de l'expérience, car pour elle, le moment négatif n'est plus le processus de ce refoulement qui s'inscrit dans l'œuvre d'art. Les œuvres d'art sont les rêves diurnes de la psychanalyse. Elle les confond avec des documents et les transfère en même temps dans ceux qui rêvent, tandis que par ailleurs, et en compensation de la sphère extramentale sauvegardée, elle est réduite à des éléments matériels bruts, d'une manière du reste curieusement régressive par rapport à la théorie freudienne du travail du rêve. Le moment de fiction dans les œuvres d'art est, comme chez tous les positivistes, surestimé outre mesure par leur analogie supposée avec les rêves. L'élément projectif dans le processus de production des artistes n'est qu'un aspect de la relation artiste-œuvre et on peut difficilement le considérer comme déterminant. La langue, le matériau et surtout le produit ont un poids spécifique qui surprend toujours les analystes. La théorie psychanalytique selon laquelle, par exemple, la musique serait le moyen de défense d'une paranoïa menaçante est peut-être très valable sur le plan clinique, mais elle ne fournit aucune indication quant à la qualité et à la valeur de telle musique en particulier. La théorie psychanalytique de l'art a sur la théorie idéaliste l'avantage de mettre en lumière ce qui, à l'intérieur de l'art, n'est pas soi-même artistique. Elle permet de soustraire l'art au sortilège de l'esprit absolu. Dans l'esprit de l'Aufklärung, elle se dresse contre l'idéalisme vulgaire qui, par rancune contre la connaissance de l'art, connaissance de son implication avec l'instinct, voudrait le mettre en quarantaine dans une prétendue sphère supérieure. En déchiffrant le caractère social qui s'exprime par l'œuvre d'art et dans lequel se manifeste souvent celui de son créateur, elle offre les articulations d'une médiation concrète entre la structure des œuvres et la structure sociale. Mais elle répand elle-même une contrainte apparentée à celle de l'idéalisme, celle d'un code absolument subjectif pour déchiffrer des pulsions instinctuelles, elles-mêmes subjectives, et bien que fournissant la clé de phénomène, elle n'atteint pas le phénomène art. Elle considère les œuvres d'art uniquement comme des faits, mais passe en outre à côté de leur objectivité, de leur cohérence, de leur niveau formel, de leur impulsion critique et de leur rapport avec la réalité non psychique. Finalement, elles manquent leur idée de vérité. Une femme peintre sous le pacte de la sincérité totale qui lit l'analysé et l'analyste se moquait des vilaines gravures viennoises dont le psychanalyste enlaidissait son appartement. Il lui expliqua qu'il ne s'agissait pas d'autre chose que d'agression de sa part. Les œuvres d'art sont de loin beaucoup moins reflets et propriétés de l'artiste que ne se l'imagine un médecin qui ne connaît l'artiste que sur son divan. Seules les dilettantes rapportent tout ce qui se trouve dans l'art à l'inconscient. La pureté de leur sensibilité reproduit des clichés décadents. Dans le processus de production artistique, les mouvements inconscients sont impulsions et matériaux parmi beaucoup d'autres. Ils s'inscrivent dans l'œuvre d'art médiatisée par la loi formelle. Leur sujet littéral qui réalise l'œuvre ne serait rien de plus qu'une mauvaise copie. Les œuvres d'art ne constituent pas des thématiques à perception test de leur auteur. Le culte que rend la psychanalyse au principe de réalité se fait le complice d'un tel béotisme. Ce qui n'obéit pas à ce principe ne serait que fuite et l'adaptation à la réalité devient le summum bonum. Or, la réalité offre beaucoup d'autres motifs réels de la fuir que ne l'admet l'indignation au sujet de la fuite.
véhiculée par l'idéologie de l'harmonie. Il serait même plus facile de légitimer psychologiquement l'art que ne le reconnaît la psychologie. Certes, l'imagination est également une fuite, mais pas complètement. Ce que le principe de réalité transcende en quelque chose de supérieur se situe toujours en deçà, et mettre l'accent là-dessus est malicieux. On détruit l'imago de l'artiste comme celui qu'on tolère, névrosé incorporé dans la société de la division du travail. Chez les artistes de très grande classe, comme Beethoven ou Rembrandt, la conscience la plus aiguë de la réalité s'associe à l'aliénation de la réalité. Cela seul constituerait un objet digne de la psychologie de l'art, qui n'aurait pas à déchiffrer l'œuvre d'art uniquement comme quelque chose de semblable à l'artiste, mais comme quelque chose de différent, comme un effet de sa résistance. Si l'art a des racines psychanalytiques, ce sont celles de l'imagination dans l'imagination de la toute-puissance. Mais dans l'art agit également le désir de l'œuvre de construire un monde meilleur, libérant ainsi la dialectique totale, alors que la conception de l'œuvre d'art, comme langage purement subjectif de l'inconscient, est totalement incapable de le faire. Les théories de l'art chez Kant et chez Freud. La théorie kantienne est l'antithèse de la théorie freudienne de l'art en tant que théorie de la réalisation des désirs. Le premier moment du jugement de goût dans l'analytique du beau serait la satisfaction désintéressée. L'intérêt est appelé la satisfaction, ce que nous associons à la représentation de l'existence d'un objet. La question de savoir si par la représentation de l'existence d'un objet, on entend l'objet traité dans l'œuvre d'art comme matière de celle-ci ou l'œuvre d'art elle-même, n'est pas claire. Le joli modèle nu ou la douce harmonie des sons musicaux peuvent être du kitsch, mais aussi un moment intégral de qualité artistique. L'accent mis sur la représentation provient du point de départ subjectiviste de Kant, au sens prégnant du terme, qui cherche implicitement la qualité esthétique, en concordance avec la tradition rationaliste, notamment celle de Moïse Mendelssohn, dans l'effet de l'œuvre sur son admirateur. Ce qu'il y a de révolutionnaire dans la critique du jugement, c'est que sans quitter la sphère de l'ancienne esthétique de l'effet, elle en restera en même temps par une critique immanente, tout comme le subjectivisme kantien trouve généralement son poids spécifique dans son intention objective, dans la tentative de sauver l'objectivité grâce à l'analyse de moments subjectifs. L'absence d'intérêt s'éloigne de l'effet immédiat que veut conserver la satisfaction, préparant ainsi la rupture avec sa suprématie. Car la satisfaction, dénuée ainsi de ce qui chez Kant s'appelle l'intérêt, devient satisfaction de quelque chose de si imprécis qu'elle ne convient plus à aucune définition du beau. La doctrine de la satisfaction désintéressée est pauvre vis-à-vis du phénomène esthétique. Elle le réduit au beau formel, hautement problématique dans son isolement, ou à des objets naturels qu'on appelle sublimes. La sublimation en une forme absolue marquerait dans les œuvres d'art l'esprit au nom duquel s'opère cette sublimation. La remarque excessive de Kant, selon laquelle un jugement porté sur un objet de satisfaction pourrait certes être désintéressé, mais cependant intéressant, c'est-à-dire susciter un intérêt même s'il ne repose sur rien, atteste de bonne foi et involontairement se fait. Kant sépare le sentiment esthétique et par là même, selon sa conception virtuellement l'art lui-même, de la faculté de désirer que visait la représentation de l'existence d'un objet. La satisfaction née d'une telle représentation serait toujours en rapport avec la faculté de désirer. Kant a le premier atteint la connaissance admise depuis, selon laquelle le comportement esthétique est affranchi de désirs immédiats. Il a arraché l'art à l'ignorance vorace qui continue à nouveau de le palper et de le goûter. Néanmoins, le motif kantien n'est pas totalement étranger à la théorie psychologique de l'art. Même pour Freud, les œuvres ne sont pas immédiatement des réalisations de désir, mais transforme la libido, d'abord insatisfaite, en réalisation socialement productive, où la valeur sociale de l'art reste évidemment supposée incontestée dans le respect inconditionnel de validité publique. Le fait que Kant mette en évidence bien plus énergiquement que Freud la différence entre l'art et la faculté de désirer, et par là même la différence entre l'art et la réalité empirique, ne se contente pas d'idéaliser l'art. La mise à l'écart de la sphère esthétique en dehors de la réalité empirique constitue l'art. Cependant, Kant a arrêté transcendentalement cette constitution, elle-même quelque chose d'historique, et là, par une logique simpliste, mise sur le même plan que l'essence artistique, sans se soucier du fait que les composants de l'art subjectivement instinctif reviennent métamorphosés même dans la forme la plus mûre qui les nie. La théorie freudienne de la sublimation s'est rendue compte bien plus impartialement du caractère dynamique de l'élément artistique.
Freud n'a pas naturellement à acquitter un prix moindre que Kant. Si l'essence spirituelle de l'œuvre résulte chez celui-ci en dépit de toute préférence pour l'intuition sensible, de la distinction entre le comportement esthétique pratique et l'attitude du désir, l'adaptation freudienne de l'esthétique à la doctrine de l'instinct semble, elle, s'y fermer. Même sublimées, les œuvres d'art ne sont guère autre chose que des représentants d'émotions sensibles qu'elles rendent tout au plus méconnaissables par une sorte de travail du rêve. La confrontation des deux penseurs hétérogènes, Kant n'a pas seulement rejeté le psychologisme philosophique, mais dans sa vieillesse toute psychologie, est cependant permise grâce à une ressemblance qui pèse plus lourd que la différence entre la construction du sujet transcendantal chez l'un et le recours à un sujet psychologique empirique chez l'autre. Tous deux, en principe, s'orientent subjectivement entre une approche négative et positive de la faculté de désirer. Pour tous deux, l'œuvre d'art n'est véritablement en rapport qu'avec celui qui la contemple ou qui la produit. Même Kant, par un mécanisme auquel sa philosophie morale succombe également, est obligé de prendre en considération l'individu existant, l'élément ontique, plus qu'il n'est compatible de le faire avec l'idée du sujet transcendantal. Il n'y a pas de satisfaction sans être vivant auquel plairait l'objet. Les constituants sont, sans qu'ils soient en question, le théâtre de toute la critique du jugement, et c'est pourquoi ce qui était envisagé comme pont entre la raison pure théorique et la raison pure pratique est un chorismos par rapport à elle. Certes, au tabou de l'art, et celui-ci obéit à un tabou, correspond celui du contenu auquel il se rapporte. Il n'y a pas d'art qui ne contienne en soi, nié comme moment, ce dont il se détourne. L'ombre de l'intérêt le plus fruste doit accompagner ce qui est dépourvu d'intérêt s'il veut être plus que simple indifférence, et beaucoup de choses prouvent que la dignité des œuvres d'art dépend de la grandeur de l'intérêt auquel on les arrache. Kant nie ce fait pour l'amour d'un concept de liberté qui frappe d'hétéronomie ce qui n'est toujours pas propre au sujet. Sa théorie de l'art est déformée par l'insuffisance de la doctrine de la raison pratique. L'idée d'un beau qui, vis-à-vis du moi souverain, posséderait ou aurait acquis une parcelle d'autonomie, apparaît, selon sa philosophie, comme une échappée dans les mondes intelligibles. Conjointement à ce dont il est antithétiquement issu, l'art est cependant amputé de tout contenu, et l'on suppose à sa place un élément aussi formel que la satisfaction. Assez paradoxalement, l'esthétique apparaît à Kant comme un hédonisme émasculé, un plaisir sans plaisir, d'une manière aussi injuste envers l'expérience artistique dans laquelle la satisfaction joue incidemment et n'est aucunement la totalité qu'envers l'intérêt sensuel, les besoins réprimés et inassouvis qui vibrent dans leur négation esthétique et font que les œuvres sont plus que des modèles creux. Le désintéressement esthétique a élargi l'intérêt bien au-delà de sa particularité. L'intérêt porté à la totalité esthétique voulait objectivement être intérêt pour une organisation juste de la totalité. Il ne visait pas la réalisation particulière, mais la possibilité sans entrave, qui cependant n'existerait pas sans cette réalisation particulière. Corrélativement à la faiblesse de la théorie kantienne, la théorie freudienne de l'art est beaucoup plus idéaliste qu'elle ne croit l'être. En transférant simplement les œuvres d'art dans l'immanence psychique, elle les dépouille de l'antithèse au non-moi que les pointes des œuvres d'art laissent intactes. Celle-ci s'épuise dans la réalisation psychique de la domination du renoncement instinctuel et en fin de compte dans l'adaptation.